à mon avis, de laisser seulement 2 grands pays face à face. Je trouve qu'un regard extérieur permet de calmer le jeu. Ça devrait être le rôle de la France. D'ailleurs, on attend peu la Chine en ce moment. Alors la diplomatie chinoise, telle que je la vois, c'est une diplomatie qui est toujours assez prudente, si vous y réfléchissez bien. Il y a que 2-3 sujets où ils sont extrêmement sensibles. Il y a le sujet de Taïwan. Il y avait jadis le sujet de Hong Kong, mais qui a été réglé. Il y a le sujet réglé, quoique de temps en temps, il y a des manifestations à Hong Kong. Le sujet de Taïwan, et puis les périphéries, le Tibet et les Ouïghours. Parce que les Chinois savent bien que derrière l'irrédentisme au Tibet ou bien l'affaire des Ouïghours, ce sont nos amis américains qui sont l'État profond. Faut pas l'oublier. Il y a d'ailleurs un bon baromètre pour mesurer quelle est la volonté de l'État profond. Il suffit d'écouter en France M. Raphaël Glucksmann. M. Raphaël Glucksmann, il est le champion de la cause tibétaine, le champion des Ouïghours, il était le champion du rattachement de la Géorgie à l'Union européenne, il est le champion de Zelensky. Donc, c'est un parfait porte-parole de l'État profond américain. Voilà, il suffit d'écouter M. Glucksmann, qui d'ailleurs, vous le savez, avait été un proche collaborateur de Saakashvili en Géorgie. Les Chinois, à part ces sujets, sont toujours assez discrets, en fait, assez prudents. Je pense que c'est un pays qui a des milliers d'années de civilisation. Vous savez que c'est le pays du monde qui a la civilisation la plus longue sans interruption, puisque quand on remonte à la toute première dynastie chinoise, bien avant la dynastie des Han, donc avec Qin Shi Huangdi, mais si on remonte, on peut remonter jusqu'à moins 2000 avant Jésus-Christ, à l'époque pharaonique. Et on a toujours les mêmes hiéroglyphes, en fait. Les mêmes signes idéogrammiques, ils ont évolué, mais c'est un peu comme si en Égypte aujourd'hui, on utilisait toujours les hiéroglyphes, voilà. Donc c'est la plus vieille civilisation. C'est le 2e pays le plus peuplé du monde. Ils viennent d'être dépassés par l'Inde. Ils ont le sentiment d'être une force. En plus, si vous savez comment s'appelle la Chine, ça s'appelle Chankro en chinois, le pays du centre. Et la pensée chinoise, c'est continuons comme ça, assurons la paix, nous redeviendrons, nous sommes déjà redevenus la première puissance du monde. Donc ils ne veulent pas de guerre. C'est une force de paix, et je pense qu'ils ont d'une certaine réticence à se mêler des affaires européennes. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est là où on arrive au cœur des BRICS finalement. BRICS, puisque c'est une nouvelle organisation, l'émergence de BRICS est observée, notamment par les Américains. J'ai entendu 2-3 personnes, notamment qui viennent au dialogue franco-russe, dire que oui, ça serait bien que la France y participe. Que pensez-vous de ça ? Je ne vais pas dire le contraire, puisque moi, dans mon programme présidentiel, j'avais proposé que la France sorte de l'Union européenne, mais demande un poste d'observateur au BRICS dans un premier temps, et éventuellement y adhère. Et c'est très logique ce que je dis, parce que quand nous disons qu'on veut sortir de l'Union européenne, ça n'est pas parce que on veut se refermer sur le monde. Ça fait partie de la propagande des trolls, si j'ose dire, des gens qui pensent qu'à partir du moment où on veut sortir de l'Union européenne, c'est comme si on ne voulait plus voir personne. Voilà. Donc non, c'est pas du tout notre objectif. En fait, ce que font les BRICS, si vous y réfléchissez bien, c'est qu'ils essayent de réanimer ce qu'aurait dû être l'ONU. C'est-à-dire de faire une espèce de dialogue international où il n'y ait pas 2 poids 2 mesures, où ce ne soit pas le double standard permanent, et où il n'y ait pas un pays du monde qui veuille imposer sa volonté aux autres. Donc l'idée que la France sorte de l'Union européenne, qui est en fait un glacis géopolitique dans la main des Américains. Mais quand on dit des Américains, moi je disais ça pendant 17 ans, j'ai parlé des Américains. Maintenant, je suis obligé de distinguer. C'est un glacis géopolitique de l'État profond américain, des néoconservateurs, des gens comme Mme Victoria Nuland, qui n'est plus secrétaire d'État adjoint, mais qui maintenant est à la tête de la National Endowment for Democracy. Mais en revanche, on ne peut plus dire des Américains au sens large, puisque la Maison-Blanche maintenant appartient, à la limite, on pourrait même imaginer que les États-Unis de Donald Trump pourraient adhérer aux BRICS. Cependant, Donald Trump a quand même de temps en temps, même assez souvent, et ça je le regrette, des propos, j'en parlais tout à l'heure sur le Groenland, sur le Panama, sur le Canada, qui me paraissent des propos peu raisonnables et qui peuvent donner à penser que la volonté impérialiste n'a pas disparu. En attendant, je pense que les BRICS
devrait être une situation, une organisation d'avenir, et moi je suis favorable à ce que vous venez de dire. Sur la scène internationale, sur la scène française, il y a beaucoup de candidats qui se disent gaullistes, souverainistes. Il n'y a pas d'alliance entre ces partis-là. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette alliance soit possible en France? Alors, d'abord, il n'y a pas tant de partis qui se disent gaullistes que ça, et il y en a encore moins qui se disent souverainistes. Pour ce qui nous concerne, nous, à l'UPR, on rejette d'ailleurs ce terme de souverainiste qui ne nous paraît pas très clair, pas très précis, un peu même folklorique. Voilà. Nous, on préfère dire qu'on est un mouvement de libération nationale, parce que nous, notre analyse de la situation, c'est que la France est en fait une puissance colonisée. C'est une espèce de ruse de l'histoire. La France était une puissance coloniale, et en cette fin de XXe siècle et début XXIe siècle, on est devenu une puissance colonisée par les États-Unis d'Amérique et désormais par l'État profond. Voilà, avec des connexions également diverses et variées. Donc ça, c'est un point fondamental. Moi, j'ai créé un parti politique qui a pour objectif fondamental de rendre à la France et aux Français leur souveraineté, leur indépendance nationale. C'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro, de sortir de l'OTAN, de s'ouvrir sur le monde, par exemple en renouant d'excellentes relations avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS, de retrouver notre monnaie nationale, comme 180 pays du monde, et 150 pays du monde, et d'avoir, ne pas appartenir à une alliance, l'OTAN, qui, à notre avis, n'a plus lieu d'être aujourd'hui et qui est en train de qui s'est transformé en une espèce de police internationale, non même pas au service des États-Unis d'Amérique, mais au service d'une oligarchie qui intervient de façon impérialiste. Alors ça, c'est inscrit dans le marbre de la création du mouvement, hein, dans les statuts du mouvement, dans la charte fondatrice. Il se trouve qu'un certain nombre de partis en France, je pense au Rassemblement national par exemple, ou à M. Zemmour par exemple, déjà ne sont pas d'accord sur ces points-là. Ils veulent rester dans l'Union européenne. Ils veulent rester dans l'euro, ils veulent rester dans l'OTAN. Au moment de la prise de fonction de M. Donald Trump, vous avez vu notamment M. Zemmour et Mme Knafo qui se sont rendus aux États-Unis, qui n'ont pas été reçus par Trump d'ailleurs. Trump, il avait reçu simplement Bernard Arnault, un milliardaire, mais ils n'ont pas été reçus, contrairement à ce qu'ils avaient laissé entendre. Mais ils ont été reçus par le Hudson Institute. Or, le Hudson Institute, c'est une émanation d'État profond, financée par la CIA, par le fonds Bill et Melinda Gates. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous, ça ne nous intéresse pas de faire ça, et nous ne sommes pas un parti de droite, non plus qu'un parti de gauche. On est un parti comme le Conseil national de la résistance en France en 1943-44, l'objectif étant de sortir la France des griffes de l'envahisseur, si j'ose dire. Il faut faire venir, nous on veut pas l'union de la droite ou l'union de la gauche, on veut l'union de tous les patriotes qui veulent sortir la France de l'Union européenne. Voilà. Alors par ailleurs, il y a des petits partis politiques qui se sont créés. Moi j'ai créé mon parti il y a 18 ans, il y en a d'autres qui se sont créés 10 ans après, 15 ans après, il y en a tous les jours qui se créent. Ça c'est le génie de la division française. Moi j'ai toujours dit, tout le monde est le bienvenu. Mais il ne faut pas que des partis qui se créent 10 ans après nous prétendent nous diriger et prétendent à la fois faire une alliance avec nous et à la fois faire une alliance avec ces partis comme le Rassemblement national et Zemmour par exemple. Vous savez, je pense que la situation est tellement grave que c'est pas des combinaisons d'appareils. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que la démocratie en France elle est totalement malade. Non pas parce qu'il y a des chicayas entre des responsables politiques, c'est tout simplement parce qu'il y a tout un pan de la pensée politique qui est interdite d'antenne dans les grands médias. Voilà. On a vu là ce qui vient de se passer avec la condamnation de Madame Le Pen par la justice. J'ai vu aussitôt des gens qui sont montés au créneau en disant c'est scandaleux, c'est une attaque contre la démocratie. Je ne suis pas d'accord. D'abord, il y a un fait générateur, c'est que il a été confirmé par la justice que le Rassemblement national avait quand même détourné 3 500 000 euros ou 2 500 000 euros. Le Parlement européen demande un remboursement de 3,4 millions. Bon, ça, ce sont des faits objectifs, premièrement.
Deuxièmement, on peut s'interroger sur le bien fondé de la sévérité des condamnations, mais quand on dit qu'on s'attaque à la démocratie, moi, il y a des choses bien plus graves qui s'attaquent à la démocratie que ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu qu'on dise qu'il était anormal que, par exemple, en France, à l'Assemblée nationale, il y a 0 député pour le Frexit, alors que tous les sondages montrent qu'il y a peut-être 35, 40, 45% des Français qui voudraient sortir de l'Union européenne. Il n'y en a aucun député, aucun eurodéputé. Pourquoi? Parce qu'en France, toute la scène politique, elle est occupée soit par les soutiens de Macron, soit à droite ou à gauche, par des partis politiques que l'on présente comme étant d'opposition, mais qui en réalité sont d'accord sur tout le reste. Ils sont d'accord sur l'Union européenne, sur l'euro et sur l'OTAN. Et pour ce qui me concerne, vous avez la gentillesse de me donner la parole, vous avez eu la gentillesse de souligner qu'on fait des très bons scores sur notre chaîne UPR TV. C'est la chaîne d'un parti politique français qui fait le plus de vues. On a dépassé les 110 millions de vues cumulées sur UPR TV. Par exemple, la chaîne du Rassemblement national est à 10 millions de vues cumulées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Mais ils sont invités dans les médias. Mais ils sont invités constamment dans les médias, de telle sorte que l'on voit en France deux sociétés se séparer. D'une part, 80-85% de la population qui continue à regarder les médias mainstream et qui s'effiloche petit à petit au profit de 15% de la population qui, eux, vont se renseigner sur les sites de réinformation que l'on trouve sur Internet, dont, par exemple, vous faites partie. Mais donc, il y a vraiment 2 France qui sont en train d'apparaître et qui ne correspondent pas au clivage droite-gauche, qui correspondent en fait entre les Français qui sont encore victimes de la propagande d'État et ceux qui veulent s'en libérer. Et ce qui est vraiment très grave dans la situation française, c'est que le Rassemblement national, mais c'est également vrai de Zemmour, c'est également vrai de LFI, c'est également vrai du Parti socialiste, etc., sous couvert de s'opposer, en fait, ils ne dénoncent pas la situation telle qu'elle est. Nous sommes au dialogue franco-russe, comme vous avez bien dit. Comment voyez-vous la relation, puisque, bon, sans surprise, aujourd'hui, cette relation est presque inexistante, au très très bas niveau. Après 2027, disons, comment vous voyez? Est-ce qu'il y a une évolution d'après vous? Et qu'est-ce qu'on doit faire tous pour améliorer cette relation? Pour ce qui me concerne, j'essaie de faire de mon mieux. Enfin, je crois que je suis de tous les responsables politiques français celui qui a le plus défendu l'amitié franco et qui continue à défendre l'amitié franco-russe. J'ai fait des vidéos pour m'adressant à l'intelligence des gens, en leur demandant de connaître l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine, parce que tout ce que l'on raconte aux Français, on inverse la chaîne des causalités. On présente la Russie comme étant l'agresseur, alors que c'est l'inverse qui est exact. D'ailleurs, même le président Trump l'a reconnu. Et c'est formidable. Ça, faut quand même reconnaître que moi, j'avais jamais vu un président des États-Unis qui dit qu'à l'origine, c'est l'OTAN qui a quand même commencé. C'est ça, Mais comme elle change de position tout le temps, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est embêtant. Alors que là, pour le coup, il faut reconnaître à la Russie une rectitude dans les positions, dans les buts de guerre qui sont annoncés. C'est ce qui donne la solidité de la position russe. Donc moi, j'essaie de faire de mon mieux. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé 1 400 000 vues, justement sur toutes ces questions. Je m'adresse à l'intelligence des gens. Ce qui est dramatique, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont pas le temps, qui se contentent de ce qu'ils entendent à la télévision, à la radio. Ce qui est sûr, c'est que tant que Macron est à l'Élysée, ça ne changera pas. Alors, ça, c'est certain. Ce qu'il va falloir, c'est à la prochaine élection présidentielle, il y a un grand coup de balai. Et donc là, il y a tout un enjeu qui est derrière, parce que il y a des stratèges derrière tout ça. Il y a des stratèges qui réfléchissent à comment faire du Macron après Macron. C'est-à-dire, en fait, comment maintenir la France sous la domination des néoconservateurs américains. Comment faire pour que la France reste la proie de, justement, tous ceux qui veulent attaquer la Russie. C'est pour ça qu'il y aura probablement, on voit déjà les médias, des instituts de sondage qui sortent des sondages, qui disent que M. Édouard Philippe serait l'homme préféré des Français, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, il suffit de parler autour de soi, personne n'en parle, mais on essaie d'expliquer aux Français ça, et puis
Peut-être que Madame Le Pen elle va être dégagée à cause de ses affaires judiciaires, et on entend une petite musique qui est Monsieur Bardella qui la remplace. Donc je pense que la meilleure chose que l'on pourrait faire pour avoir des relations franco-russes au niveau de ce que ce fut jadis, c'est qu'il faut changer le personnel politique français. Il faut que les Français, c'est dans leur tête, il faut qu'ils comprennent que ceux qu'on leur présente comme étant des opposants sont faits pour élire Édouard Philippe. La meilleure façon d'être sûr que Édouard Philippe sera élu pour faire du Macron, c'est de voter pour le Rassemblement national, pour Bardella ou pour Mélenchon. Parce qu'au premier tour, ils feront des très gros scores, mais au deuxième tour, ils seront écrabouillés. C'est pour ça que moi j'ai dit, peut-être avec un peu d'audace, je le reconnais, moi je suis un mauvais candidat de premier tour puisque je suis caché, donc je ne suis connu que par les gens qui vont sur Internet. Mais si les Français avaient l'intelligence de me porter au second tour, je peux vous dire que j'écrabouille Édouard Philippe, comme j'aurais été avec Macron. J'en ai même la preuve. En 2017, quand j'avais été candidat à l'élection présidentielle, Macron a eu 25% du temps de parole à la télévision, moi j'ai eu 0,8%. Mais il y a eu un débat à 11, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et à un moment, il avait été question de Daesh. Et moi j'ai rappelé que Daesh et ISIS, vous savez, au Moyen-Orient, ceux qui avaient écrasé Daesh et ISIS, ce sont les Russes. Alors que les Américains, nous, on nous présente ça comme la catastrophe, mais j'avais rappelé que derrière Daesh et ISIS, c'était des financements des armements israéliens, américains, occidentaux. J'avais mis les pieds dans le plat, comme on dit en français. Et je m'étais tourné vers Macron, qui était candidat, et je lui avais dit, je l'avais pris à partie, je lui avais dit ça. Et il avait été tremblant, il avait répondu « Je suis tout à fait d'accord avec vous ». Vous retrouverez ça sur Internet. Et je lui avais répondu, parce qu'on est de l'inspection des finances, sauf que moi je suis son aîné. Et dans le corps de l'inspection des finances, il me doit le respect. Donc je lui avais répondu, j'avais dit de toute façon vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. La France entière avait rigolé. Bon, ça a été un tout petit moment, ça a été vite évacué. Mais moi je peux vous dire que si j'étais dans un débat de deuxième tour face à Macron, face à Édouard Philippe, ils savent qui je suis et ils sauraient très bien que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît ses dossiers et il est difficile de contredire. Un jour, il y a un journaliste très célèbre qui m'avait dit « Vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ?» J'avais dit « Ben non, vous allez me le dire ». Il m'avait dit « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre ». Merci beaucoup François Asselineau de maintenir le dialogue franco-russe. Merci Irina, vous faites un travail formidable. Merci.